Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le parcours de l'une des figures les plus complexes et controversées de l'histoire ukrainienne moderne, Stepan Bandera. Imaginez, dans une partie de l'Ukraine, surtout dans l'ouest, son nom est partout, sur des rues, sur des monuments. Là-bas, pour beaucoup, il est célébré comme un héros, un symbole de la longue lutte pour l'indépendance. Mais changer de perspective et le portrait change du tout au tout. Pour d'autres, et ils sont nombreux, en Ukraine, en Pologne, au sein de la communauté juive, il est vu comme un fasciste, un collaborateur des nazis et le chef d'un mouvement qui a commis des atrocités terribles. Alors la grande question, c'est ça. Comment est-ce possible? Comment une seule et même personne peut-elle être à la fois un héros et un monstre? C'est ce puzzle qu'on va tenter d'assembler. Pour vraiment comprendre qui est Bandera, il faut d'abord regarder en face les deux récits totalement opposés qui existent à son sujet. Et voilà, tout est là. D'un côté, on a l'image du combattant de la liberté, du martyr mort pour sa nation. De l'autre, celle du fasciste sanguinaire, allié d'Hitler. C'est le jour et la nuit. Ces deux visions semblent impossibles à réconcilier. Pour y voir plus clair, faisons un bond en arrière. Tout commence dans les années 20 et 30, quand une partie de l'Ukraine actuelle appartenait à la Pologne. C'est là que le jeune Bandera va se forger et se radicaliser. Son ascension est fulgurante. À 20 ans, il rejoint Lwin. 5 ans plus tard, à peine, il est le cerveau derrière l'assassinat d'un ministre polonais. La prison aurait pu être la fin, mais l'invasion de la Pologne en 1939 le remet en jeu. Et dès 1940, il prend la tête de la branche la plus dure, la plus extrémiste de son mouvement. Et il faut être très clair sur ce qu'était l'UNB, le mouvement de Bandera. Ce n'était pas un parti démocratique. Leur objectif était de créer un État ukrainien totalitaire, à parti unique, et surtout un État ethniquement pur, donc débarrassé de ses minorités. C'est un point central. On arrive maintenant à la période la plus controversée de toutes, la Seconde Guerre mondiale et ses liens pour le moins complexes avec l'Allemagne nazie. Les faits, établis par les historiens, sont là. Oui, Bandera a travaillé pour les services de renseignement allemands. Oui, son organisation a reçu de l'argent des nazis. Et oui, ils ont mis sur pied des bataillons qui ont participé à l'invasion de l'Union soviétique aux côtés de l'armée allemande. Pour eux, l'ennemi de leur ennemi était leur ami. Mais cette alliance, c'était vraiment une alliance de circonstances, et elle a très vite volé en éclats. En juin 1941, l'ONB prend les devants et proclame l'indépendance de l'Ukraine. Le souci, c'est que Hitler n'avait aucune intention de laisser un État ukrainien exister. Les nazis leur ont dit d'annuler ça tout de suite. Bandera a refusé et quelques jours plus tard, il était arrêté. C'est un autre point crucial, souvent utilisé par ses défenseurs. Bandera a passé près de 3 ans emprisonné par les nazis dans un camp de concentration. Mais attention, il faut nuancer. Il était détenu dans des conditions privilégiées, réservées aux prisonniers politiques de valeur, loin des conditions effroyables du reste du camp. On doit maintenant aborder l'héritage le plus terrible du mouvement de Bandera, les événements qui ont forgé sa réputation la plus sombre et qui continuent de diviser après la guerre. Pendant que Bandera était en prison, ses partisans, regroupés dans l'armée insurrectionnelle ukrainienne, l'UPA, ont commis des massacres de masse. Ils ont systématiquement éliminé la population polonaise dans les régions de Volhynie et de Galicie. Le bilan est effroyable, on parle de plus de 100 000 morts, en majorité des civils. Et c'est là qu'est tout le problème. Même s'il était emprisonné et donc pas directement aux commandes, Bandera n'a jamais condamné ces massacres. L'idéologie qu'il avait mise en place, celle d'une Ukraine ethniquement pure à obtenir par la violence, était en pleine application. Il n'a jamais désavoué les actes commis en son nom. Après la guerre, il ne s'est pas retiré. Il a continué à diriger son mouvement depuis l'Allemagne, changeant d'allié au gré de la guerre froide, collaborant cette fois avec les services secrets occidentaux contre l'URSS. Finalement, en 1959, le KGB le rattrape et l'assassine. C'est cette fin qui va sceller son statut de martyr aux yeux de ses partisans. Ce tableau résume parfaitement la situation aujourd'hui. En Ukraine, la vision dépend de la région où l'on se trouve. Pour la Pologne, il n'y a pas de débat, c'est le responsable d'un génocide. Et pour le gouvernement russe, il est devenu l'outil de propagande idéal pour justifier ses actions. C'est pour ça que toute cette histoire n'est pas juste de l'histoire. C'est un sujet brûlant qui a un impact direct sur la guerre actuelle. On l'a bien vu en 2010. Le président ukrainien de l'époque a tenté de faire de Bandera un héros national officiel. Ça a déclenché une crise politique et diplomatique énorme, tellement que la justice a dû annuler la décision. Ça montre à quel point le sujet est explosif. Ce sondage de 2021, juste avant l'invasion à grande échelle, le montre très bien. Dans l'Ouest, un soutien massif. Au centre, c'est beaucoup plus partagé. Et dans le Sud et l'Est, l'opinion était majoritairement négative. Une vraie fracture. Et bien sûr, le Kremlin a sauté sur l'occasion.
Le nom de Bandera a été transformé en insulte, bandérite, pour qualifier en bloc tous les Ukrainiens qui veulent leur indépendance en les faisant passer pour des néo-nazis. Vladimir Poutine lui-même a utilisé cet argument pour justifier l'annexion de la Crimée. C'est une simplification extrême de l'histoire, utilisée comme une arme de guerre. Mais ce qui est absolument fou, c'est l'effet de l'invasion de 2022. Face à l'agresseur russe qui utilise son nom pour les diaboliser, les Ukrainiens ont massivement changé d'avis. De figure divisive, il est devenu pour beaucoup un symbole de résistance face à Moscou. L'opinion s'est presque complètement retournée. Au final, on en revient à cette question. Comment juger un homme qui s'est battu pour l'indépendance de son pays, mais qui l'a fait avec une idéologie totalitaire et dont les partisans ont commis des crimes de masse? Peut-on dissocier le but des moyens? C'est une question terriblement complexe, qui n'a pas de réponse facile et qui continue de déchirer les mémoires.